Ouais, bonsoir et merci beaucoup donc d'être venu chez Caribe ce soir. Donc voilà, on va adopter ce format un peu plus convivial hein, que de rester bien rangé à l'entrée. Donc je subodore que la plupart d'entre vous connaissent. Alors le G, comment se prononce-t-il? Alors c'est un G-mou, comme on appelle en turc. En fait c'est une lettre qui ne se prononce pas, qui fait la liaison entre deux voyelles, donc qui prolonge la première voyelle vers la seconde. Donc c'est yiit, donc on dit yiit, voilà. Et en revanche, Bener, c'est bien Bener. Bener, c'est bien Bener. Donc la plupart d'entre vous, je le subodore, connaissent Yiit Bener parfaitement, mais je vais quand même dire quelques mots. Donc vous êtes né à Bruxelles à une date qu'on ne va pas préciser. Parce que sinon, comme on va dire ensuite que vous avez de toute façon quitté la Turquie au moment du coup d'état militaire alors que vous aviez 22 ans, ça permettra aux gens facilement de il faut éviter de faire travailler les... Voilà. Voilà, donc non, Yiit Bener est né en 1958 à Bruxelles, mais à Bruxelles de façon presque accidentelle. Tout à fait. Vous avez grandi entre la France et la Turquie, parce que votre père, on y reviendra, mais en dehors d'être un grand écrivain turc, travaillait aussi pour l'OCDE. Voilà, enfin il était haut fonctionnaire du ministère des Finances, et il a été nommé à 2 reprises à la délégation turque auprès de l'OCDE. Donc c'est comme ça que j'ai eu une enfance mi-parisienne, mi-ankaraïote. Donc vous avez fait des études de médecine, mais qui ne seront pas achevées donc pour les raisons liées au coup d'État, donc justement, puisque vous quittez la Turquie au moment du coup d'État militaire 1980. Donc on y reviendra tout à l'heure, mais vous étiez un activiste connu et identifié. Oh, j'étais un jeune militant parmi tant d'autres, parce que c'est une génération très militante que la mienne. Moi j'étais surtout actif sur la faculté de médecine. Et 1 an avant le coup d'État, j'avais rejoint le Parti ouvrier de Turquie, qui était une espèce de rival du Parti communiste, qui était un parti marxiste, un peu stalinien, un peu pro-moscovite. Et j'étais dans l'organisation de jeunesse, j'étais dans le comité de rédaction du journal, mais j'étais pas quelqu'un de très connu, non. Mais en fait, si je suis resté en exil, ça aussi c'est un peu le fait du hasard. J'étais en Suisse au moment du coup d'État, je faisais un stage en chirurgie des urgences à l'université de Lausanne, et j'y étais allé à cause de mon copain Marc, qui est un copain de collège français, qui voulait se marier cet été-là, et il voulait que je sois son témoin, c'était imbécile. Et pour pouvoir aller obtenir un passeport d'étudiant qui coûtait moins cher, j'ai postulé pour un stage au mois de septembre à Lausanne, et c'est en pleine intervention chirurgicale avec un résident suisse. Il m'a dit, tiens, ce matin, il y a eu un coup d'État dans ton pays. C'est comme ça que j'ai appris le coup d'État. Après, je suis arrivé à Paris pour voir mes camarades, pour avoir les instructions du parti, parce que le parti, c'était important. Alors, le parti en Turquie, entre-temps, il était complètement laminé dès le premier jour. La police est entrée, il y avait toutes les fiches des militants qui étaient gardées au local du parti. Parce qu'ils étaient très prévoyants. C'est comme si le coup d'État était arrivé tout d'un coup, alors qu'on voyait que ça... Ah ben voilà ma chère traductrice. Je vous présente Céline Bouralaire, la traductrice de ce roman et de d'autres cauchemars. Et donc, le parti, j'ai demandé quelles sont les instructions. Ils m'ont dit, écoute, vaut mieux que tu restes ici parce qu'on aura besoin de toi pour traduire des choses contre la dictature. Et c'est comme ça que je suis resté. Puis comme je voulais essayer de finir la médecine, et en France c'était pas possible, c'est comme ça que je suis allé à Bruxelles. Et c'est à cause d'une conférence que j'ai fait à Bruxelles que j'avais révélé un secret d'État, puisque j'avais osé dire qu'il y avait des Kurdes et une langue kurde en Turquie, ce qu'il ne fallait pas dire à l'époque. J'ai eu un procès sur les droits avec mandat d'arrêt, on voulait m'emprisonner pour 15 ans. Et c'est comme ça que je suis resté en fait. C'est pas parce que j'étais un militant très connu là-bas, j'étais un jeune militant parmi des centaines de milliers d'autres. Donc, au bout de 10 ans, en 1990, vous rentrez en Turquie, et donc là, ça on va en parler abondamment tout à l'heure, puisque c'est le revenant, c'est un peu toutes les circonstances de ce retour, immédiatement et ensuite. Vous allez finalement vous installer à Istanbul et non pas à Ankara, on verra peut-être un peu pourquoi, et vous devenez donc interprète de conférences et enseignant en fait dans cette spécialité. Et puis ensuite, il faut le noter, on en reparlera aussi, vous avez un père et un oncle qui sont tous les deux des écrivains turcs renommés. Et donc vous mettez à l'écriture, et donc vous avez écrit 4 romans, un recueil de nouvelles, et un certain nombre d'essais de nouvelles parus en revue. Oui, il y a aussi des livres pour enfants aussi. 3 livres pour enfants. D'accord. Voilà, donc ce soir en fait on voulait parler du Revenant, donc, qui est votre dernier roman.
Alors peut-être qu'on peut lire un extrait pour faire sentir à la fois, alors pas la qualité de la langue turque, parce que là, enfin bon, même si ça se trouve il y a plein de gens qui parlent turc ici, mais en tout cas c'est pas mon cas. La qualité de la traduction. Mais la qualité de la traduction, absolument. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour nous lire donc volontiers. Voilà, là, Ce chapitre. Voilà ce chapitre-là. On est à la page 27, donc on est proche du début, donc on dévoile pas l'intrigue. Hein. D'accord. Alors c'est un chapitre qui s'appelle Se retrouver. Ils étaient évidemment sidérés de me revoir, tous mes proches, ma famille, comme s'ils avaient vu un fantôme. Mais je dirais qu'ils s'en sont vite remis. L'être humain s'habitue aux choses les plus incongrues. Notre espèce aurait-elle pu évoluer sans cette capacité d'adaptation inouïe? Nous, les êtres humains. Combien de guerres, de génocides n'avons-nous pas subis, bon sang? C'est autant de vies que nous avons prises, autant de gènes que nous avons nous-mêmes oxy. Mais voilà, nous sommes toujours là, bien vivants, survivants. Et d'ailleurs, il nous est parfois possible de vivre sans jamais avoir à nous confronter à nos propres crimes. Nous sommes des créatures parfaitement malléables. Nous sommes capables de nous adapter à n'importe quelle condition, et c'est bien pour ça que nous sommes les maîtres de l'univers. La scène où je retrouve la famille de mon oncle maternel, après mon séjour dans l'autre monde, est, je pense, un des plus beaux exemples de la rapidité avec laquelle l'être humain est capable de s'ajuster. Leur maison de vacances se trouvait sur les rives de Yalova, dans l'une de ces résidences édifiées en blocs uniformes, et qui ne s'était pas encore écroulée dans le tremblement de terre de Marmara. Parler de résidence, c'était parler bien vite, car il ne s'agissait que d'immeubles compacts de 3 ou 4 étages, contenant 5 minuscules appartements, avec 2 cellules en guise de chambre, un espace minuscule censé être le salon, un semblant de coin cuisine, une semi-cabine de douche accolée à des toilettes et un tout petit balconnet. De ces blocs de béton en cascade, enveloppés d'un dédale d'escalier, se dégageait une architecture étrange et plutôt originale. Cela aurait mérité un prix. Et fallait bien que le promoteur réussisse à les faire passer pour des prétendues villas avec vue panoramique sur la mer. Tout ce complexe bétonné formait une espèce de muraille de Yalova qui cachait la mer aux usagers de la route nationale adjacente. Le but des concepteurs avait-il été de punir les chauffeurs de minibus qui avaient transformé cette route en une piste de course? Ou bien, qui sait, peut-être que les matériaux que les entrepreneurs avaient à leur disposition, ce béton frelaté avec du sable de mer et ces barres de fer moisies qui se brisent à la moindre secousse, ne leur avaient pas permis de bâtir autre chose qu'une telle horreur. Je suis juste arrivé au moment du petit déjeuner. Après le prélude des « Ah, oh mon Dieu, je n'en crois pas mes yeux, comment est-ce possible ?» on a eu droit aux crises de nerfs, aux évanouissements, à de l'eau de Cologne pour ranimer. C'était naturel. Ce qui n'était pas était de me voir ressusciter. Ensuite, nous nous sommes tous serrés sur le balcon qui donne sur la mer. Mon oncle, ma tante, leur fille, cette folle de Reihan, et Ayla, l'aînée, et puis moi. Bedri, leur fils, était rentré à Ankara. Il avait interrompu ses vacances à cause d'une saute d'humeur de son responsable à l'hôpital. Le balcon était vraiment très étroit. En plus, il y avait ce guéridon dans le coin. Bon, certes, il fallait bien la poser quelque part, cette télévision qui restait apparemment toujours allumée. Ils n'allaient tout de même pas briser leurs habitudes juste parce que j'étais là. Et puis, quand je dis folle, faut pas le croire. Cette chère fada de Reihan était en fait plutôt habile. Elle se glissait entre la table et les chaises en plastique pour remplir nos verres de thé avec la souplesse d'un cygne. Si j'avais été à sa place, j'aurais sûrement fait plus d'une victime. Heureusement, je n'avais pas besoin d'aller à la cuisine. Apanage de l'invité, mais du sexe masculin. Je présidais la tablée juste après mon oncle assis en face de moi. Et de ce fait, j'ai pris un bout de pain sans attendre, et je me suis jeté sur la confiture à la griotte de ma tante. C'est la seule confiture que j'aime. Elle n'a jamais trouvé ça pareil dans l'autre monde. Heureusement que j'avais la bouche pleine, sinon je n'aurais pas pu suivre. Tout le monde parlait en même temps, les questions fusaient. J'avais le sourire jusqu'aux oreilles et bon appétit. J'essayais de satisfaire leur curiosité entre une tartine de confiture et une rondelle de soudjouk grillée. Je leur racontais ce que je pouvais leur dire, ce que je pensais qu'ils étaient en mesure de comprendre. Ils étaient suspendus à mes lèvres. Je parlais à ventre déboutonné et mes paroles étaient douces comme du miel, débordantes de nostalgie, animées par les retrouvailles, le bonheur, l'émotion, la joie, les éclats de rire, une douce chaleur. Tout d'un coup, les questions se sont taries. Comme s'ils en avaient eu assez. Ils n'écoutaient plus que d'une oreille. Je commençais à m'inquiéter d'avoir dit quelque chose de travers. Je ne trouvais pas dans le regard la réponse que je cherchais. Car j'avais justement du mal à les capter, ces regards. Ils louchaient systématiquement sur le côté. D'abord de manière espacée, furtivement, puis leurs têtes se sont carrément tournées vers le guéridon. Il paraît que depuis des mois, la Turquie tout entière retenait son souffle devant ce feuilleton brésilien. Elle le suivait avec passion, curiosité et obsession. Les feuilletons turcs de l'époque n'étaient pas encore de taille
à battre les records d'audiomat. Je n'ai appris ces détails que bien plus tard. Les montres et pendules des plus grands instituts officiels étaient remises à l'heure en fonction de la diffusion de ce feuilleton. Personne n'en aurait raté un épisode, à aucun prix. Les opérations chirurgicales aussi s'interrompaient pendant sa transmission, et même les opérations antiterroristes transfrontalières. Bien sûr, je ne pouvais pas savoir que j'arriverais à l'heure du feuilleton sacré. Telle est l'ignorance du revenant, veuillez me pardonner. Au fond, ça ne faisait qu'une heure que j'étais réapparu après 10 ans d'absence. Si vous croyez que je me suis senti offensé, vous vous trompez. Ils sont ma vie, mon sang. Comment pourrais-je me fâcher? Surtout après avoir été privé de leur amour pendant plus de 10 ans. Comment aurais-je pu envisager de les priver du moindre feuilleton brésilien? D'autant que j'avais goulûment dévoré le pot entier de confiture et gobé toutes les rondelles de soudjouk sans même laisser le temps aux autres de humer leur fumée. De plus, ils n'avaient tout de même pas commis un péché impardonnable. Comme si moi, je ne m'étais jamais resté le nez pendu devant des feuilletons. Des séries TV de docteurs, on se demande bien pourquoi d'ailleurs. Surtout celle avec ce médecin excentrique et revêche, un véritable revenant. Je suis sûr que l'auteur du scénario a mis beaucoup de sa personnalité dans le personnage de cette série. Les écrivains font ça souvent, consciemment ou inconsciemment. Ceci étant, si j'ai dit que je n'étais pas fâché contre mon oncle et ma tante, je n'ai pas dit que je n'ai pas été vexé. Après tout, je suis un humain, pas un ange. Les revenants aussi ne sont que de simples êtres humains. Quoi qu'il en soit, je m'en évite d'une blessure narcissique. En fait, ça m'arrangeait que les questions sur l'autre monde aient été interrompues brusquement. J'aurais pu avoir du mal à répondre à certaines d'entre elles. Et puis, ce feuilleton ne durait que 40 minutes en tout. Il n'y avait pas encore ces longues et épuisantes publicités qui entrecoupent les émissions d'aujourd'hui. C'était un délai raisonnable avant de redevenir le centre d'intérêt. Il suffisait d'un peu de patience. Accepter d'attendre son tour, savoir se contenter de son dû. C'est une vertu que tout le monde aurait intérêt à acquérir rapidement, dès l'enfance, car après tout, personne n'est le centre du monde. Après la fin du feuilleton, nous ne parlions déjà plus du passé, mais de l'avenir. Si j'allais rester ou pas pour le déjeuner, des aubergines que j'aimais tant et que ma tante avait préparées comme si elle s'attendait à me voir revenir, la santé de mes parents, la surprise que j'avais l'intention de faire à Bédri en allant à Ankara. Nous avons même parlé des projets de ma nouvelle vie. Projets encore inexistants. Nous n'avons plus du tout abordé mon passé dans l'autre monde. Ni eux ni moi n'avions l'envie de continuer la conversation qui avait été entamée autour du petit déjeuner avant que le feuilleton ne commence. Maintenant, je me demande à quel point je m'étais moi-même intéressé à ce qui leur était arrivé pendant mon absence. À mon oncle, à ma tante, à Reyhan, à Ayla. Mon oncle avait cédé sa pharmacie et était parti à la retraite, mais il ne buvait toujours pas plus qu'un double raki. Ma tante croyait encore à tout ce que je racontais et riait toujours autant en se rendant compte de l'entourloupe. Reyhan était toujours aussi fofolle et vivait toujours seule. Elle s'était mariée pendant mon absence et avait divorcé toujours pendant mon absence. Donc pour moi, ça faisait un total de 0. Ayla mettait toujours sa main devant sa bouche en riant pour que l'on ne voie pas ses dents. Pourtant, elle les avait fait refaire depuis. Je n'ai pas cherché plus loin pour dire vrai. L'important, c'était de nous retrouver. Quant au reste... La famille, c'est sûrement un peu ça. L'étrange cohabitation d'affinités superficielles et d'un amour profond d'une origine indéterminée. Ou parfois de haine tout aussi profonde, mais aux origines bien déterminées. Je crois que, généralement, nous ne sommes pas vraiment intéressés de savoir qui sont réellement nos proches. C'est ce à quoi ils s'apparentent, ce qu'ils représentent qui compte vraiment. D'ailleurs, n'en est-il pas ainsi de ma relation avec mon oncle et ma tante? Pour eux, j'étais resté ce petit garçon espiègle qui allait et venait. Un petit garnement qui avait certes bien pris de l'âge, mais ça ne changeait rien, et je faisais tout pour qu'il en soit ainsi. Quant à eux, ils ont toujours représenté à mes yeux cet amour qui allait de soi, inconditionnel, désintéressé, et qui subsiste depuis mon enfance. Un refuge permanent où je ne pouvais aller sans prévenir, sonner à la porte à toute heure, et entrer pour me diriger directement vers la cuisine après une rapide embrassade, sans oublier de me chamailler au passage avec Reyhan, et de demander en parfait enfant gâté « Tata, tu m'as préparé quoi aujourd'hui à manger ?» Pourquoi donc pensez-vous qu'à peine rentré de l'autre monde, je suis allé reprendre mon souffle dans ce petit appartement à Yalova, aujourd'hui englouti sous les décombres du séisme? Merci beaucoup. Donc voilà, peut-être une première question, c'est autant il y a un grand corpus littéraire dans le monde entier sur ce qu'on peut appeler la littérature de l'exil, c'est-à-dire le fait d'avoir dû, quelles qu'en soient les raisons, quitter son pays, et puis passer du temps à l'étranger. Autant la littérature qui traite du retour est relativement rare. En fait. Je connais un ou deux exemples, chez les Africains ou chez les Haïtiens. En fait,
Mais autant voilà, on parle de cette mise à distance, autant le moment où il faut, où on essaye en tout cas de recombler cette distance qui s'est créée et que ce passage fait bien sentir sur des choses très quotidiennes, c'est quelque chose. Donc ma première question c'était un petit peu ça. Qu'est-ce qui a amené à choisir plutôt que finalement que l'exil, qui est un peu le thème attendu, le revenant, enfin Alors d'abord, j'ai commencé par raconter l'exil, parce que mon premier roman parlait de la période d'exil, mais déjà, c'était pas un récit sur l'exil en tant que tel, c'était un récit sur la coupure des générations. Puisque le coup d'État militaire en Turquie, a laminé toute ma génération. Juste pour citer un chiffre, il y a eu 750 000 personnes torturées, selon les chiffres officiels, après le coup d'État. Sans parler de tout le reste, des dizaines d'années de prison pour des dizaines de milliers de gens, et des gens qui ont perdu leur travail, qui n'ont pas pu finir leurs études, qui ont dû passer en clandestinité, ou tout simplement qui ont été assassinés. Mais la junte ne s'est pas arrêtée là, elle a tout fait pour casser et pour faire effacer la mémoire de cette jeunesse qui avait osé se révolter, qui avait osé essayer de faire la révolution. Donc pour éviter que nos idées d'antan contaminent la nouvelle jeunesse, ils ont d'abord terrorisé toute la population en parlant de ces années 75-80 uniquement comme une période de terrorisme et de troubles. Donc on ne pouvait pas parler de ce qu'on avait essayé de faire, on ne parlait que des conséquences. Ce qui fait que beaucoup de gens de ma génération, alors ça je l'ai découvert en rentrant en Turquie, en retrouvant mes anciens amis, qui certains avaient eu des enfants à un âge relativement jeune, donc moi j'ai attendu jusqu'à l'âge de 40 ans, mais d'autres avaient eu des enfants à 20-25 ans, donc du coup arrivés à l'âge de 40 ans, leurs enfants étaient déjà presque des adultes, en tout cas des adolescents avancés. Presque aucun n'avait parlé de son passé militant à ses enfants. Une de mes meilleures amies, qui est aujourd'hui un professeur de psychiatrie, elle a même été doyenne du département de psychiatrie, un jour c'était à Izmir, c'était juste la première fois que le 1er mai avait été autorisé. Et donc nous étions tous les deux allés redécouvrir la nostalgie de fêter un 1er mai, où on s'est senti d'ailleurs totalement étranger, on est vite rentré parce qu'on ne se reconnaissait plus. Mais, et en rentrant, on discutait le coup et on parlait du passé. On n'avait pas fait attention, la fenêtre, on était au balcon et la fenêtre de la pièce d'à côté, où était sa fille, était restée ouverte. Et tout d'un coup, la fille est arrivée au balcon, mais avec un visage complètement défait, elle disait « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Maman a été militante !» Je lui dis « Mais oui, tu te rends compte, elle était petite de taille, mais elle attaquait les policiers, elle a fait ci, elle a fait ça. » Et la fille n'en revenait pas, parce que pour elle, sa mère, c'était une respectable professeure de psychiatrie. Et après, quand on a commencé à discuter du passé avec la fille, et qu'elle s'est rendue compte que finalement sa mère n'avait rien ruiné de ses idées pour autant, elle était encore plus choquée. Et donc j'ai vu beaucoup d'exemples de ces gens-là, et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que justement cette génération n'a pas parlé de son passé à ses enfants? Parce qu'il y avait d'abord un côté, c'est un peu comme la guerre d'Espagne. Pendant au moins une génération, les gens n'ont pas voulu en parler, d'autant que pendant la guerre d'Espagne, il y avait des divisions au sein même des familles. Les uns étaient franquistes, les autres étaient républicains. Mais chez nous, il y avait plusieurs raisons. D'abord, il y avait la peur de la répression, peur que leurs enfants subissent à leur tour une répression et qu'ils ne soient pas en état de les défendre. Deuxièmement, il y avait aussi ce sentiment de honte parce qu'on avait perdu, finalement. Troisièmement, cette époque du coup d'État, c'était aussi une époque où il y a eu tout d'un coup les transformations sociales importantes en Turquie avec l'ouverture économique au monde extérieur, donc le paysage social avait changé et les gens ne s'y retrouvaient pas. On n'a jamais eu l'occasion, à cause justement de la censure, de la répression, de discuter de notre parcours, donc de savoir qu'est-ce qu'on avait défendu comme idée, pourquoi ça n'avait pas marché, qu'est-ce qu'on avait fait comme erreur, tirer un bilan, essayer de repartir sur de nouvelles bases. Ça ne s'était jamais fait, parce qu'en plus les gens étaient éclatés, atomisés. Et aussi, c'est l'époque aussi où les mouvements marxistes révolutionnaires dans le monde entier ont commencé à reculer, avec la chute du mur de Berlin, l'éclatement de l'URSS, etc. Donc les gens étaient désorientés, ils n'avaient plus les mots pour dire ce qu'ils avaient fait. Et aussi une conscience que dans notre militantisme, on n'avait pas fait que des choses très intelligentes finalement, parce qu'il y avait eu aussi un sectarisme énorme, des batailles entre différentes fractions de gauche, des dizaines de militants d'extrême gauche assassinés par d'autres d'extrême gauche, donc ça aussi c'était un poids lourd de la défaite. Donc les gens ne parlaient pas à leurs enfants. Et donc le premier roman, c'était un jeune de la nouvelle génération qui partait faire un stage à l'Union européenne et qui découvrait le passé de son père, qu'il avait pris pour un raté parce qu'il ne s'occupait plus de rien. Et donc il y avait l'exil, mais aussi déjà l'absence au retour, donc le regard sur le retour. Donc ça, dans mon 4e roman, je suis revenu à cette idée du retour.
c'est un roman que j'ai écrit, bon, j'avais un peu plus de 50 ans quand j'ai commencé à l'écrire, donc c'était aussi un âge où on commence un peu à faire le bilan de sa vie, et puis il y a toute une génération, celle des parents, qui disparaît. Et donc on se retrouve, tiens, voilà, la prochaine fournée c'est nous, et donc on essaie de voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui nous reste, qu'est-ce qu'on peut encore faire, et comment essayer d'orienter sa vie pour vivre au mieux possible, de façon la plus intelligente possible, cette petite tranche qui nous reste encore à vivre. Et donc d'où faire un retour sur tout ce passé, et donc le retour. Et puis il y avait aussi une nécessité, quelque part, qui se reflète dans cette scène, c'est-à-dire, bon, il y a un vide de 10 ans. Alors pour moi c'était l'exil, pour d'autres ça a été la prison, pour d'autres ça a été une vie en semi-clandestinité, ou une vie dont ils ne parlent pas à leurs proches. Et donc un besoin d'expliquer aussi qu'est-ce qui s'est passé pendant cette vie, et puis essayer d'expliquer comment s'est passé le retour. Parce que dans les deux cas, il y a aussi mes amis que j'avais laissés en Europe. Et donc, à eux aussi, il fallait raconter quelque chose pour... Donc, il y a à chaque fois des trous dans le CV, et les romans, ça servait aussi un peu à combler ça. Donc, voilà comment est née l'histoire de ce retour. Et surtout, le point de départ a été ce film de Robin Campillo dont je parle, qui s'appelait Les Revenants, où dans ce film, c'était tout d'un coup, dans un quartier de ville de banlieue autour de Paris, c'était tous les gens qui étaient morts dans une période relativement récente, qui ressuscitaient et qui revenaient dans leur maison. Il y avait des grands-mères, il y avait un petit bébé, et les familles qui avaient fait une autre vie entre-temps, elles ne savaient pas comment traiter ces revenants, qui après finalement sont repartis. Et ce film m'a donné le déclic sur la façon dont j'allais raconter toute cette période de retour, et aussi de bouleversement de la société pendant ces 20 dernières années, et le bilan que je tirais aujourd'hui un peu de ma vie, de ce que j'ai fait, de ce que je n'ai pas fait, etc. Voilà comment c'est parti. Non, ça fait vraiment sentir effectivement quelque chose qui est très mystérieux, qui est la façon dont cette distance s'est creusée, comme le fait sentir le passage, mais ensuite un certain nombre de chapitres clés dans le livre, ce qu'on peut espérer surmonter, et puis et on y reviendra, mais qu'au fond il faut se résigner que ce ne sera jamais surmonté, qu'à un moment il y a eu une cassure. Quelque chose. Une chose, par exemple, que là, pour le coup, je n'ai pas repris dans le roman, mais qui pour moi est quelque chose d'important et de prégnant. J'ai aussi une sœur qui était de 9 ans, ma cadette. Quand je suis parti au moment du coup d'État, elle avait 13 ans. Et entre-temps, je ne l'ai vue que 2 fois. Et quand je suis revenu, j'ai rencontré une jeune femme de 22 ans qui était prête à aller se marier. Et quand je l'ai vue, je n'ai presque pas reconnu physiquement ma sœur. Donc pour moi, quelque part, cette petite sœur que j'ai eue, que j'aimais beaucoup, elle est morte. Puisque l'autre, c'est sans doute la même personne, mais je ne retrouvais plus. Je n'ai commencé à retrouver mes souvenirs avec elle que quand j'ai moi-même eu une fille. Et souvent, et ça m'arrive encore, je mélange les prénoms. J'appelle ma fille avec le prénom de ma sœur et vice-versa. Donc c'est vous dire, et entre elle et moi, c'est creuser un fossé. Bon, alors, on a de bonnes relations, c'est pas ça, mais qui est insurmontable, parce que elle aussi a perdu ce frère qui était là, qui l'a protégé un peu, qui a disparu, et celui qui est revenu, c'est un autre. Et surtout, et là c'est un élément essentiel, il s'est construit dans sa mémoire, pendant ces années d'absence, un autre frère que moi-même. C'est-à-dire, c'est le frère qui était celui raconté par les parents. Alors souvent elle me dit, tu sais, toi tu as empêché beaucoup de choses pour moi. Comment aurais-je pu le faire? J'étais pas là. Elle dit, mais non. Parce qu'elle dit, quand je voulais qu'on m'achète quelque chose d'un peu cher, les parents disaient, oui, mais attends, il faut qu'on essaie d'envoyer un peu d'argent à ton frère qui n'en a pas, donc c'est pas le moment. Ou alors, quand elle voulait parler de ses problèmes, c'était souvent, les parents parlaient souvent de moi. Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça se passe pour lui? Donc il s'inquiétait pour moi. Donc finalement, elle s'est sentie reléguée au second plan. Alors que moi, au contraire, j'avais l'impression que elle avait la famille pour elle toute seule. Et c'était pas vrai. Donc du coup, je me suis retrouvé avec un fantôme qui n'était pas moi, mais qui pour elle était son frère, et avec lequel je ne pouvais pas combattre, parce que c'était ancré dans sa mémoire de vécu sentimental, et elle avait beau raisonner et me dire, oui, c'est vrai, c'est pas toi, mais bon, n'empêche que les sentiments et la mémoire, elle est là, on ne peut pas l'effacer. Donc ça crée un fossé insurmontable, finalement. Bon. Et ça, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas raconté dans le livre, d'ailleurs. Alors, justement, une question que je pensais poser un petit peu plus tard, mais qui, là, me paraît convenir, c'est justement, le texte s'appelle Roman,
il y a une énorme part qui est autobiographique, qui correspond à des éléments connus de l'autobiographie, mais voilà un exemple d'un décalage, quelque chose. Donc c'est pas un récit puisqu'il y a des oublis, des omissions, comment vous avez, pourquoi vous avez choisi alors que ça ressemble, sans être prévenu, on pourrait croire qu'en fait c'est un récit. La part romanesque est très justement à deviner ou. Oui, alors un petit détail, quand j'ai commencé à écrire ce roman, il y a à peu près 150 pages supplémentaires que j'avais d'abord écrit, puis après que j'ai jeté. Parce que je me rendais compte que tout d'un coup, je me lançais dans une autobiographie, du coup. Donc je commençais à raconter vraiment tout, et puis je me suis dit, si je me lance dans une autobiographie, ce roman va faire 15 000 pages et je l'aurai terminé dans 20 ans. Donc je me suis dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Mais alors après, la différence entre roman, récit, autobiographie, où passe la limite? Bon, moi, je ne suis pas taxidermiste littéraire, donc je laisse ce soin à d'autres. Moi, j'ai écrit un texte littéraire, qui est un texte de fiction, qui s'inspire bien entendu de... C'est pas caché, c'est assez transparent partiellement de mon autobiographie, mais aussi de beaucoup de choses qui sont arrivées à d'autres personnes de mon entourage ou que j'ai connues, des histoires qu'on m'a racontées, des choses que j'ai lues et que j'ai montées justement dans une trame romanesque. Et après tout, qu'est-ce qu'un roman? Qu'est-ce qu'un récit? J'ai mon ami Émis Patour qui est aussi publié chez Actes Sud, et quand on discute avec lui, on aime bien dire qu'en fait, on écrit souvent des olnis. C'est un peu le pendant littéraire des ovnis, ce sont des objets littéraires non identifiés. Et je crois qu'un peu de la littérature d'aujourd'hui, c'est peut-être un peu ça. Bon, le recueil de nouvelles Autres cauchemars, c'est des nouvelles, c'est intitulé des nouvelles, mais là aussi on pourrait parfois se poser des questions. Est-ce que ça correspond vraiment au schéma classique? Et à vrai dire, les textes que j'aime le plus écrire maintenant, depuis le Revenant, ce sont des textes qu'on pourrait qualifier d'objets littéraires non identifiés, puisqu'ils ne rentrent dans aucun moule précis. Puis le roman étant devenu aussi un genre très commercial finalement, donc psychologiquement, instinctivement, on a envie de se démarquer de ces romans qui sont fabriqués selon un moule et selon le public. On sait que le public s'intéresse à telle chose, donc on écrit un peu. Donc c'était une volonté de s'éloigner un peu de tout ça, et donc c'est vrai que c'est un texte hybride que j'ai nommé roman. Alors mon éditeur turc au début avait dit que c'était un anti-roman. Et moi, si on me pose la question, qu'est-ce que c'est vraiment ce texte? Je pourrais dire un peu pour faire de la provocation, mais au fond, je le pense peut-être un peu. En fait, c'est un long poème. On en parlera tout à l'heure, justement. Mais alors, voilà, précisément, là, on est déjà en train de parler de technique littéraire, de taxidermie, mais aussi de genre, de façon de... Qu'est-ce qui entraîne le mouvement de l'écriture? Et j'avais cette question, je pense qui est un peu évidente, c'est que ayant un père et un oncle qui étaient déjà des grands écrivains, vous, au moment où vous rentrez, rien n'avait indiqué dans vos choix jusque-là que vous alliez devenir un écrivain. Vous étiez un médecin en gestation, un activiste, puis un exilé, mais pas un écrivain. Comment vous avez... j'ose pas employer le mot gérer, qui est un mot un peu bizarre, mais enfin, affronter ou pris cette décision et gérer l'environnement familial et émotionnel autour de tout ça. C'est vrai. Alors, après, on peut écrire des légendes. Alors, je peux dire qu'en fait, je pensais à écrire depuis toujours, puisque j'aimais beaucoup écrire des longues lettres et que j'en gardais une copie pour moi, et que Kundera disait que les gens qui écrivent une lettre et qui en gardent une copie sont des écrivains. Bon. En réalité, le fait d'avoir un père et un oncle écrivain, puis ça ne se limite pas à ça. En plus, j'ai un oncle maternel qui est écrivain aussi, mais lui, qui fait plutôt des reportages. Il a publié une vingtaine de livres de reportages. C'est un des reporters turcs les plus connus, qui s'appelle Fikret Otiam. Mon oncle, celui dont je parle dans le passage que je viens de dire, est pharmacien, mais en même temps, il est poète. Il a écrit une dizaine de recueils de poèmes. Bon, c'était pas un poète très connu, ni peut-être... j'ai lu ses poèmes, c'était pas... Bon, mais, enfin bon, il écrivait des poèmes, n'empêche. Bon. Et puis j'ai aussi ma tante paternelle, donc la cadette de mes deux grands écrivains, qui à l'âge de 60 ans a pondu un roman. Alors elle m'a dit qu'elle avait pris courage sur moi, puisque moi j'avais osé affronter les deux géants, qu'elle s'est dit je peux le faire aussi, et elle a écrit un roman. C'est contagieux. C'est une maladie un peu, c'est pas très... Alors, donc le fait d'avoir ces deux, donc d'être dans un milieu littéraire, ça a eu une conséquence, c'est que moi je suis né dans une bibliothèque.
Donc il y avait la bibliothèque énorme de mon père, et depuis que j'étais tout petit, j'ai commencé à piocher là-dedans et à lire. Et mon père était francophone aussi, et il lisait toute la littérature étrangère en traduction française plutôt qu'en traduction turque. Et donc c'est comme ça que mes premières lectures, c'était surtout la littérature internationale en turc. Je ne suis venu vraiment à lire la littérature turque que beaucoup plus tard. Et du coup, les romans de mon père, je ne les lisais pas non plus au début. Et pour faire un aveu que je n'ai jamais fait à mon père, et que je ne regrette pas de ne pas lui avoir fait, il insistait beaucoup pour que j'ai lu ses livres, parce qu'il voulait savoir ce que j'en pense. Alors, à l'âge de 14-15 ans, lire le roman de papa, lui dire ce qu'on en pense, bon, on n'a pas tellement envie de le faire. Et surtout que c'était une époque où moi je venais de rentrer de France, donc la langue française était bien plus avancée que la langue turque, et donc quand j'ai essayé de lire ses livres, ça m'a semblé trop difficile. Il y avait trop de mots que je ne connaissais pas. Et comme mon père insistait beaucoup, j'ai fini par lire son roman Le chat et la mort en version française. Mais je ne lui ai jamais dit. Ce n'est qu'après que j'ai lu la version turque. Donc, alors, voilà, double jeu, inhibition et en même temps le goût de la lecture qui est venu très vite. Et puis le métier d'écrivain, ça ne me semblait pas sympathique parce que pour moi, un père écrivain, c'est quoi? C'est un père qui n'est jamais là. Donc il travaillait, il était haut fonctionnaire au ministère des Finances, donc il avait quand même d'importantes responsabilités. Son dernier poste, c'était quand même PDG de la caisse de retraite. Donc il gérait la retraite de 6000 fonctionnaires. Bon. Et quand il rentrait à la maison tard, ou qu'il avait du moment le week-end, c'est là qu'il écrivait ses textes. Donc pour moi, mon père, c'était le bruit d'une dactylo qui venait de loin. Et c'était pratique parce que tant qu'il y avait le bruit de la dactylo, c'est qu'il n'allait pas venir voir ce que je faisais, donc je pouvais faire des bêtises. Mais il fallait faire attention à ne pas se laisser trop entraîner par les bêtises, parce que quand la dactylo était silencieuse, c'est là qu'il venait fouiller ce que je faisais. Donc voilà, l'écriture, c'était pas très sympathique. Et puis mon père et mon oncle venait parfois chez nous, donc ils discutaient littérature. C'était des longues discussions auxquelles j'y comprenais strictement rien. Puis ils aimaient beaucoup écouter de la musique classique. Et il mettait une lumière tamisée pour mieux se concentrer sur la musique. Alors pour moi, c'était vraiment un cauchemar, l'écriture, la littérature, ces gens-là. Et c'est peut-être pour ça que je suis parti tout à fait sur autre chose, la médecine, le cas échéant. Mais après, bon, il y avait la lecture. Quand je me suis retrouvé en exil, dans les 4-5 dernières années avant l'exil, j'avais arrêté un peu de lire la littérature. Donc je lisais pas trop de politique d'ailleurs, mais c'était surtout les livres de médecine, parce que c'est des études lourdes, la médecine. Et puis les poètes de gauche, notamment Nazım Hikmet, entre autres, mais pas que lui. Ça, c'était la seule littérature à laquelle je m'adonnais un tant soit peu. Après le coup d'État, en exil, je me suis retrouvé totalement désœuvré, je n'ai pas pu finir ma médecine, j'avais pas de boulot. On était complètement en marge de l'immigration turque telle qu'elle était, parce qu'elle soutenait massivement le coup d'État. J'avais été exclu de mon parti stalinien parce que j'avais déjà une mauvaise tendance à être dissident dans le parti. Et donc on s'est retrouvés, il y avait moi, un autre camarade et ma compagne de l'époque. On était 3. Et je ne connaissais personne à Bruxelles. Alors c'est là que j'ai connu Luc Delis, mon ami écrivain belge. C'est le seul avec lequel j'avais des conversations un peu intellectuelles. Et tout le reste, on était totalement isolés. Et tout ce qu'on avait à faire, c'était de lire. Et c'est là que je me suis mis à lire à la fois les classiques marxistes, que je n'avais pas vraiment lus quand j'étais militant, et je me suis jeté sur la littérature de nouveau, en partant cette fois-ci sur la littérature un peu plus politique, les existentialistes, Sartre, Camus, Simone de Beauvoir, Koestler, je sais pas moi, enfin, Kundera, bon, toute cette littérature-là. Et c'est l'époque aussi où j'ai commencé à lire mon père, parce qu'il était loin, et donc je pouvais le lire. Et je découvrais ces romans, et le seul moyen de communication qu'on avait, puisqu'il n'y avait ni Internet ni tout ça à l'époque, c'était d'écrire des lettres. Et j'écrivais des commentaires sur ce qu'il écrivait. Et après, il a commencé à m'envoyer ses textes avant qu'ils ne soient publiés. Et je faisais des commentaires, et un jour il m'a dit, écoute, ce que tu écris là, c'est très intéressant, est-ce que tu m'autorises à le publier comme carte de couverture de mon livre? J'étais très fier, alors, évidemment, si papa me dit ça. Et c'est comme ça. Et entre-temps, mon premier acte littéraire, j'ai oublié de rajouter cette anecdote, en 81 déjà, c'était de traduire le dernier roman de mon père en français. Donc c'est bizarre, j'ai commencé la littérature en traduisant vers le français. Ça montre un peu déjà le problème. Parce qu'il venait de sortir un roman qui était à la fois très sombre, mais il y avait aussi une lueur d'espoir quelque part. Et en 81, c'était vraiment, c'est là le moment où on touchait le fond, parce qu'on était totalement isolés, la junte était triomphante. Et lire ce roman, ça m'a fait tellement du bien, je me suis dit, il faut que mes copains francophones le lisent aussi. Et c'est comme ça que je me suis mis à le traduire. Et c'est avec Luc qu'on a retravaillé le texte en français. Donc,
j'en suis venu à l'écriture de façon très oedipienne d'ailleurs, en parlant des romans de mon père et aussi du tonton, par la même occasion. Donc quand je suis rentré, j'avais déjà pris le goût à l'écriture un peu autrement. Mais je ne m'étais pas encore essayé des textes de fiction, mais j'avais déjà fait des textes sur les romans de mon père qu'il avait publiés soit dans des revues, soit à côté. Et un jour, quand je suis allé à Istanbul, j'étais chez un ami, il devait venir dîner, j'habitais chez lui à l'époque, et puis il était retardé, il m'a téléphoné, il me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « Je lis. » Il m'a dit « Mais t'as pas assez lu, écris. » Je dis « Oui, d'accord. » Je suis un garçon docile finalement, et j'ai écrit ma première nouvelle sur commande, parce qu'il m'a dit, c'est parti d'une histoire, c'était aussi déjà du retour d'exil aussi d'ailleurs, puisque j'étais en plein dedans par ailleurs. Et c'est une petite nouvelle qui après a été publiée dans une revue. Et donc je me suis dit, tiens, c'est peut-être que je pourrais enfin m'y mettre. Mais surtout, le problème, c'était j'avais la peur bleue d'écrire un texte que mon père ou que mon oncle n'allait pas aimer. Parce que pour moi, c'était l'autorité, les auteurs. Et le pire, c'est que l'un et l'autre étaient des écrivains, certes, mais avec des styles totalement différents et qui n'avaient absolument pas les mêmes goûts en littérature. Donc, écrire un texte que les deux allaient aimer, c'était une gageure supplémentaire. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé à écrire mon premier roman, j'ai mis 9 ans à le finir. Parce qu'au début, je faisais la bêtise. Chaque fois que je finissais un chapitre, je le montrais à papa, qui très gentiment me disait « Oui, c'est bien, mais alors là, peut-être que tu aurais dû mettre une virgule de plus. » Et donc, dès qu'il me disait ça, j'étais paralysé pendant 3 mois. Donc, je reprenais au bout de 3 mois. Puis après, je me suis dit « Non, il faut arrêter. Je le finis d'abord et je lui ferai lire après. » Et c'est comme ça qu'au bout de 9 ans, j'ai fini ce premier roman, que j'ai d'abord montré à papa et au tonton. Et j'ai eu la chance qu'ils aient tous les deux aimé. Mais je n'ai pas dit à l'un et à l'autre que l'autre l'avait aimé. Donc, j'ai eu la sagesse d'éviter les... et après, j'ai eu une autre chance, c'est que à l'époque, le principal critique littéraire en Turquie, qui était un peu le gourou de toute la critique littéraire, c'était Fethi Naci, qui est décédé depuis. Et alors lui, il avait lu, par l'intermédiaire d'un de mes amis militants politiques, un texte que j'avais écrit sur le roman de Köster, Darkness at Noon, je ne sais pas comment c'était en français, Le Zéro à l'infini. Il avait trouvé que c'était un très bon texte. Et comme mon copain, en plus il m'avait lu à l'œuvre comme interprète, parce qu'entre-temps j'avais commencé à travailler comme interprète, j'avais été son interprète dans une conférence, il trouvait finalement que c'était très bien. Et il a appris que j'écrivais un roman, il est venu me voir, il a dit « Écoute, ton roman, avant de le publier, tu me l'envoies, je veux le lire avant. Si j'ai des choses à te dire, je préfère te les dire avant qu'après. » Donc c'est un grand coup de chance. Et finalement il l'a lu, il a beaucoup aimé, et quand le roman est sorti, il écrivait dans l'hebdomadaire du quotidien Cumhuriyet, le supplément livre, il a fait 3 articles de suite sur le même roman, ce qu'il n'avait jamais fait. Donc c'était un petit coup de main assez sympathique, et donc c'est comme ça qu'après, alors juste après, j'ai eu la traduction de Voyage au bout de la nuit, et donc le deuxième roman, dont le principal personnage, c'était un personnage féminin qui se prénommait Céline. C'est un prénom turc aussi. Et ma traductrice se prénomme aussi Céline. Alors je ne sais pas s'il y a quelque chose dans l'air, mais voilà. Voilà. Sur la traduction, ça c'est juste pour l'anecdote, mais pour l'interprétariat plus exactement, oui. Du c'est votre modestie en souffrir. Hein. J'ai donc une amie qui travaille depuis plus de 20 ans en fait en Turquie, donc dans des milieux d'affaires et consulaires, et puis quand elle a vu qu'on faisait cette rencontre ce soir, elle m'a envoyé un message en disant « Ah mais c'est une vraie star, il est incroyable, tu verrais à quelle vitesse il traduit, il arrive à rendre toutes les subtilités des conférenciers les plus tordus. » Vraiment, ils le sont souvent. C'est vrai que l'interprétation, ça a été une chance énorme pour moi, parce que je suis rentré sans diplôme, avec un CV difficile à remplir pour une demande d'emploi. Alors qu'est-ce que vous avez fait? J'ai été rédacteur en chef d'une revue d'extrême gauche en France, j'ai été militant syndical, j'ai été animateur dans une maison de jeunes, enfin bon, c'était... Et là, comme j'avais fait de l'interprétation dans un cadre militant en Europe, j'ai été mis en contact avec les gens qui faisaient la profession, et comme déjà on n'était pas nombreux, on était une trentaine d'interprètes professionnels dans toute la Turquie à l'époque, aujourd'hui encore on n'est que 100. Il faut dire que c'est une profession rare. Dans le monde entier, nous sommes 7000 pour toutes les langues. Pour 7 milliards de personnes, donc ça fait peu, c'est une profession rare. Et il se trouve que, peut-être étant bilingue quasiment de naissance, j'avais un don pour ça. Et c'est vrai que très rapidement, ce métier m'a permis d'avoir une réinsertion sociale, un revenu.
Alors entre-temps, je suis devenu président de la Chambre des interprètes en Turquie. J'étais membre de l'association, enfin, de la direction de l'association internationale. J'enseigne la profession à l'université. Alors, j'ai pas de diplôme universitaire, mais j'enseigne en maîtrise à l'université, ce qui est aussi quelque chose qui m'amuse maintenant. Donc voilà, c'est vrai que ça m'a permis d'avoir une présence de nouveau, de me réinsérer dans la société. Et surtout, le lien avec la profession enfin, c'est pas une profession, avec l'activité d'écrivain, si on veut, c'est d'abord le travail sur la langue, bien sûr, le passage permanent entre langues et la langue en profondeur. Et surtout que dans l'interprétation, on arrive à traiter toutes les langues, parce que le turc c'est une langue, le français c'en est une, mais le turc médical c'est une langue à part, le turc juridique c'est une langue à part, le turc technique c'en est une, le français philosophique c'en est une. Donc en fait dans une seule langue il y en a plusieurs, il y a toute une série de langues qu'il faut connaître, il y a le jargon, il y a les termes techniques et puis il y a la façon de le dire. Et donc de tâter à tout ça, ça m'a permis d'avoir aussi une maîtrise un peu sur l'ensemble des couches de la langue. Et un deuxième avantage, c'est que le métier d'interprète, finalement, c'est un observatoire fantastique pour voir tout ce qui se passe dans la société, puisque vous travaillez pour n'importe qui. Alors, le président Erdogan, oui, mais aussi des militants condamnés à la prison à perpétuité qui sont torturés au fin fond de leurs cellules, des militants du PKK, qui ont fait la grève de la faim. Donc il y a eu une mission du Conseil de l'Europe qui vient les voir, donc je leur sers d'interprète, et aussi aux tortionnaires parce qu'on les questionne aussi. Aujourd'hui, je suis aussi accrédité au Conseil de l'Europe, à la Cour européenne des droits de l'homme, au Parlement européen, enfin à la Cour de justice, tout ça, à l'ONU. Et donc, alors un jour c'est le secteur automobile, c'est les producteurs, un jour c'est les syndicats du secteur automobile, l'autre jour c'est les concessionnaires automobiles, un autre jour c'est une enquête sur les consommateurs automobiles, ça peut être le parfum, ça peut être la philosophie, ça peut être la psychiatrie. J'ai interprété Kristeva, j'ai interprété Baudrillard, j'ai interprété Balibar récemment, donc aussi des gens du milieu intellectuel assez connus. Alors des juristes, ça peut être le droit constitutionnel comparé ou je ne sais quoi. Et chaque fois, ce sont des couches différentes de la société et des gens qui parlent de leur métier, de leur profession et de la façon dont cette profession fonctionne. Ça peut être l'énergie nucléaire. Et aussi, ça me permet de me promener dans toute la Turquie. Donc, grâce à cette profession, j'ai visité toutes les villes de la Turquie. Et chaque fois différentes. Quand on va à Hakkari, qui est la ville qui est à l'extrême sud-est de la Turquie, à la frontière irakienne et iranienne, une ville kurde, où peu de gens sont allés, à vrai dire, mais on va voir le préfet, on va voir le maire, on va voir les ONG, on va voir les militants du PKK. Donc bon, ça donne un panorama de la vie dans cette ville, et en plus on y vit 2-3 jours. Voilà, donc ça c'est des... Après, ça peut être aussi un dîner à l'Élysée avec les deux présidents, donc ça me permet aussi de voir comment ça marche là-bas, alors que normalement j'y aurais jamais eu accès. Ça peut être le palais du roi du Maroc aussi, ou des ONG au Gabon. Bon, voilà. Donc c'est bien, ça me permet un peu de voir tout ça. Et d'ailleurs dans le roman, il y a eu 2-3 passages qui s'inspirent de ces observations. Il y a un passage où je parle d'un type qui travaille dans le secteur de la levure, il raconte des histoires abracadabrantes. Je peux vous assurer que c'est vraiment comme ça que fonctionne le secteur de la levure en Turquie, parce que j'ai assisté à des formations, à des réunions avec les gens qui travaillent dans ce secteur. Donc c'est utile, ça permet d'agrémenter de quelques anecdotes, mais plus je crois de comprendre les différentes couches de la société et de voir comment ils raisonnent, comment ils pensent, comment ils se positionnent. Donc de mieux comprendre l'altérité, encore une fois, d'aller vers les gens et de voir ce qu'ils ressentent, ce qu'ils disent, comment ils s'expriment. Voilà. Ça mène assez directement, enfin je change l'ordre des questions en fonction justement de la façon dont ça évolue. Une chose moi que je trouve frappante, parce que je me suis dit que c'était quelque chose qui était particulièrement dur à exprimer, mais qui rejoint ce que vous dites à l'instant. Ce revenant, enfin à ce retour d'exil, il a lui-même et il constate ce que j'appellerais, mais faute de meilleurs termes, une sorte de résignation politique. C'est-à-dire que bon, bah oui, le terrain de jeu, le monde a changé, ce que vous disiez tout à l'heure. Ce qui correspondrait, sans rentrer dans les nuances justement un peu délétères, mais ce qui correspondrait en gros à une gauche turque, n'existe plus vraiment. Enfin, elle était soit anéantie, soit s'est reconvertie en autre chose qui n'est pas vraiment de gauche. C'est ça dès 1990. Oui. Et du coup, on sent que le narrateur, le personnage, il y a un moment à la fois de doute, mais en même temps, il y a une mutation qu'on ressent, et que je trouve extrêmement intéressante, c'est que justement, d'activiste politique, après cette césure de 10 ans, devenant écrivain,
l'influence et le regard, enfin l'influence sur la société devient différente. C'est une influence qui est plus subtile, qui est moins directe, dans un terrain qui n'est pas le même. Mais on sent qu'elle est là. Et puis elle se fait avec une lucidité, une bienveillance et une vision assez paradoxale, justement très... moi ça m'a frappé, notamment dans la façon de considérer ce qui est justement montée de l'islamisme, alors dénoncé à tour de bras et de façon un peu dans tous les sens, enfin par un monde qui n'est pas un monde politisé, qui est un monde libéralo-consumériste en fait, et qui prend ça très à cœur. Et je trouvais que donc c'est un petit peu comment cette transmutation politique, parce que pour moi c'est authentiquement politique ce que raconte ce revenant, donc même si c'est là, c'est pas au moment même du retour, c'est encore après, hein, puisqu'il est déjà installé effectivement, enfin il a commencé à devenir traducteur, à devenir écrivain, mais il y a cette lucidité du regard, mais plus pour faire la même chose, mais avec une vision de la société turque qui est à la fois effrayante et en même temps très bienveillante. Oui, là je crois que là aussi on reconnaît peut-être le rôle du métier d'interprète, parce que quand on interprète toujours le discours des autres, et ce sont rarement des gens avec lesquels nous sommes d'accord. Moi, à vrai dire, en 30 ans de carrière, je n'ai interprété que 2 discours que j'aurais facilement signés comme s'ils étaient les miens. Alors, ça fait, en imaginant 150 conférences par an, en moyenne. Sur 20 ans, ça fait 3000 conférences, avec 10 orateurs en moyenne dans chaque conférence. Vous voyez le nombre d'orateurs que j'ai traduits. Et si je dis qu'il n'y en a que 2 vraiment avec lesquels j'étais à 100% d'accord, ça vous montre... Donc si on voulait vraiment traduire ceux à qui on est d'accord, on mourrait de faim. Bon. Donc la profession d'interprète, ça pousse à traduire la parole de l'autre. Et non seulement de traduire la parole de l'autre, mais la traduire à la première personne du singulier. C'est-à-dire qu'on est obligé de s'identifier avec l'orateur, d'intérioriser son discours, voire même d'être capable de l'anticiper pour pouvoir interpréter en même temps. Et donc sa parole devient la nôtre finalement. Et pour pouvoir bien interpréter cette parole, il faut en saisir les subtilités, il faut en saisir les motivations, il faut en saisir le contexte, parfois le sentiment, parce que dans l'oralité, avec les mots, il n'y a pas que le sens qui passe, il y a aussi tout l'affect, toute la charge, toutes les connotations, tout ce que ça sous-entend, la sous-culture, le non-dit, le suggéré, l'elliptique. Donc pour être capable de comprendre tout ça, il faut vraiment une identification totale avec l'autre. Et donc, comme j'ai été amené justement à interpréter dans tous les milieux et des gens de toutes les couches de la société, il y a forcément, pour pouvoir le faire et le comprendre, un travail de se mettre à la place de l'autre, d'empathie un peu, oui, et de comprendre l'autre. Et donc, quand on essaie de comprendre l'autre, on voit les choses un peu autrement. Par exemple, avec les islamistes, c'est notamment à travers les jeunes femmes musulmanes qui se battaient pour avoir le droit d'aller à l'université en foulard. Alors l'athéiste révolutionnaire de gauche élevé dans une famille très laïque kémaliste que je suis au départ, on dit mais qu'est-ce que c'est que ce retour du Moyen-Âge? Puis après, on écoute leur discours avec une autre oreille, on essaie de lire les textes qu'elle écrivent. Alors j'avais déjà en 1984, quand je travaillais, quand j'étais militant ici en Europe, j'avais traduit un débat entre des féministes marxistes turques et des militantes musulmanes qui revendiquaient déjà le port du voile, etc. Et c'était un débat très intéressant où je me rendais compte que finalement ces femmes-là avaient aussi une réflexion derrière, des idées. Et après je me dis, mais du coup, qu'est-ce qu'elles veulent au fond? Elles veulent aller à l'université. C'est pas tout à fait une démarche islamiste, ça. Elles veulent avoir accès à un emploi. C'est pas non plus une démarche islamiste, parce que normalement, l'islam, c'est tu restes à la maison, tu fais des enfants et tu te tais. Et elles voulaient s'exprimer. Elles voulaient parler. Donc ça, cette démarche, moi je la qualifierais plutôt, malgré tous les paradoxes, de féministe. Et puis ensuite, on leur demandait à ces jeunes femmes de s'émanciper du voile, de l'islam, de la religion, mais avec le préalable d'enlever le voile. C'est-à-dire qu'elles devaient, sans avoir l'accès à la connaissance et sans avoir de profession, donc d'indépendance financière, être capable de dire niet au mari et niet au papa. Et qu'est-ce qu'elles allaient faire après, quand elles allaient être chassées du domicile conjugal ou du domicile paternel? C'était leur demander la quadrature du cercle. Or, justement, c'est pas en donnant cet accès au savoir et à l'indépendance financière qu'elles avaient une chance matérielle de pouvoir s'émanciper. Après, l'émancipation, c'est quoi? C'est comment? C'était à elles de décider aussi. Il faut laisser aussi le processus se faire. Donc voilà, c'est déjà cette vision, toujours se mettre à la place de l'autre. Et une autre dimension qui m'a aidé aussi, c'est peut-être cette histoire d'avoir de langue et de culture en moi.
Moi, là où je me sens le plus français, c'est quand je suis en Turquie. Quand j'entends les discours anti-européens ou anti-français, ça m'énerve. Et quand je suis ici, c'est là que je me sens le plus turc parce que, voilà, pareil, je réagis contre tout l'anti-islamisme, l'anti-turquisme, etc. Quand je suis avec des kémalistes qui cassent du sucre sur les islamistes, là, j'ai presque envie de les défendre et vice-versa. Voilà, ça c'est un peu mon paradoxe. C'est de n'être jamais appartenant à un groupe précis, social, politique, idéologique ou national, et d'avoir toujours un regard extérieur quelque part. Je crois que c'est ça qui m'a poussé à essayer de voir l'autre côté du miroir, finalement. Peut-être avant de lire un autre extrait, je voulais juste poser une dernière question en ce qui me concerne. Après, si vous avez des questions sur le revenant, il ne faudra pas hésiter. C'était en fait sur la figure, alors qui est à la fois discrète, mais en même temps que je sens très présente. Et on a parlé tout à l'heure de poésie, effectivement. Alors, je pense que par bien des aspects, le revenant, on parlait de roman, de récit, c'est peut-être un long poème en prose, en fait, en réalité. Ouais. Et donc, je voulais parler, alors moi, je serais incapable de le prononcer correctement, hein, mais de Nazım Hikmet. Oui. Voilà. Alors, Nazım Hikmet, ça a été, dans nos années militantes, une figure incontournable. C'était notre poète communiste, donc on récitait... Alors, il y avait ces poèmes étaient mis en chansons aussi, donc on chantait des chansons selon les poèmes de Nazım Hikmet. Mais finalement, quand j'ai commencé à relire Nazım Hikmet autrement, ces poèmes militants, c'était ceux qui m'intéressaient le moins, finalement. C'était ces poèmes sur l'exil, justement, où il parlait de la douleur d'exil, où il parlait des différences culturelles. Son poème que je trouve peut-être le plus sincère, le plus honnête, c'est le poème où il dit « Tu es comme un scorpion, mon frère », en se plaignant de l'apathie de la population, y compris de la classe ouvrière. Parce par Bernard Lavilliers sur son dernier album. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, ça ne bougeait pas beaucoup. Il était très isolé, tout le mouvement d'extrême... Enfin, il n'y avait même pas de mouvement d'extrême gauche, mais le mouvement socialiste, communiste, c'était des gens qui étaient extrêmement isolés. Mon père me racontait que quand il était étudiant, les poèmes de Nazım Hikmet étaient déjà interdits, donc il était parti aussi en exil. Ces poèmes circulaient, écrits en tout petit sur des feuilles de papier Bible, et qu'ils essayaient de se faire circuler. Et pour eux, l'acte politique militant le plus important, c'était de lire les poèmes de Nazım Hikmet. Bon, donc c'était un personnage qui a aussi beaucoup marqué la langue turque, la langue littéraire turque, la langue poétique turque. Mais après, il y a aussi ce côté un peu embêtant. On idolâtre les gens très vite en Turquie. Donc ça devient plutôt un icône qu'un poète. Et ça permet aussi d'écraser tous les autres, de ne pas lire tous les autres. Alors qu'après, on découvre qu'il y a une poésie turque qui est extrêmement riche, avec une langue très subtile, et des gens qui ont écrit... Il y a un poète très important qui s'appelle Behçet Necatigil, et dans un de ses poèmes, il dit... je suis très mauvais pour les citations par cœur, contrairement à beaucoup de lettrés turcs qui aiment citer par cœur des tas de poèmes. J'ai une très mauvaise mémoire. Et donc, je dis ce qui me reste en tête. Il disait, écoutez, ces jeunes-là ne se rendaient pas compte que même si on ne s'engageait pas sur les mêmes mouvements qu'eux, on n'en était pas révolutionnaire, on n'en était pas moins révolutionnaire pour autant. Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais eu d'activité politique et dont les poèmes n'étaient pas des poèmes de gauche, etc. Mais même lui a éprouvé le besoin dans un de ses poèmes de dire, mais attendez, c'est pas parce qu'on n'est pas militant révolutionnaire qu'on n'en pense pas moins. Donc, et ça a été une découverte importante, cette découverte d'une autre poésie, d'une autre prose qui n'est pas forcément militante. La littérature militante, alors il y a quelques textes qui peuvent être bons, mais après c'est plus du militantisme que de la littérature. J'avais vu un film qui me faisait beaucoup rire. C'est un héros qui disait à la fin, vous savez, la musique militaire c'est la même chose, elle est autant musique que la justice militaire est justice. On peut peut-être en dire autant presque d'une certaine littérature militante en tout cas. Okay. Un autre extrait Adjugé qui est une parenthèse en fait. Ah oui. Oui, parce que dans le roman, il y a alors c'est quoi la 4e parenthèse? Être revenant, c'est l'art de tirer des leçons des coups qu'on a reçus. Une école qui nous purge du vice de l'orgueil. Le revenant ne peut regarder les orgueilleux omnibulés par le pouvoir autrement qu'avec commisération. Leur résistance est bien pathétique. Ils n'ont de cesse d'enfoncer les têtes de leurs subalternes, puis de se fondre en courbettes devant leurs supérieurs. Coincés entre la frustration de ne pouvoir surpasser celui d'en haut et la crainte d'être supplanté par celui d'en bas. Une vie de tourments, mobilisation générale permanente pour une guerre sans fin, sans vainqueur. Tant de fatigue pour de telles indignités. Le revenant ne perd pas son temps avec ce genre de pitrerie.
D'avoir lui-même brusquement perdu tout pouvoir, il a eu la révélation qu'il n'était qu'un minuscule point dans l'univers, de surcroît bien éphémère, et aperçut l'absurdité de la course à un pouvoir si volatile. L'orgueil, le pouvoir. L'origine de chacun ne remonte-t-elle pas au sein maternel? Remontant ainsi à la nuit des temps, à la première relation de la vie, à la formation de ce couple fusionnel qui se croit le centre du monde alors qu'il est focalisé sur les tétons, sous l'impulsion des hormones, sa sanctification la rendant d'autant plus pathologique. À ce jeu d'orgueil vain et de pouvoir illusoire, de celui qui croit posséder le sein qu'il tète, et de celle qui croit prolonger son corps en le donnant. À ces jeux de possession entre celui qui s'accroche à son cordon ombilical en refusant d'être sévré, et celle qui ne s'arrête jamais d'allaiter. Des jeux qui se prolongeront jusqu'à ce que mort les sépare, voire même au-delà. Quant aux revenants, il est conscient que leur relation au sein, organisée par la nature, est une nécessité à durée limitée. Il sait que le principe d'amour maternel repose sur un mécanisme complexe, que la nature a conçu afin de se soumettre à cette nécessité, et que la société a renforcé par la suite au moyen des traditions. Bref, il ne s'agit que d'une simple mystification, que l'on peut réduire à l'alchimie entre, d'une part, les hormones et les récepteurs nerveux qui rendent les tétons plus sensibles, et, d'autre part, la légende de la sainte maternité, une mystification au goût de lait tiède. Lui sait que nécessité n'est pas amour. Il sait que le prérequis d'un amour qui ne trompe ni lui-même ni les autres, c'est la liberté. La liberté de s'éloigner et le droit de revenir quand on le désire. Les relations fusionnelles, engluées dans l'idée de possession, sont des prisons, et parfois des asiles de fous, dans lesquels on entre de gaieté de cœur, mais dont on ne sort jamais sans les briser. L'amas de pu de ces amours dont l'unique ciment est la nécessité finit par se répandre dès que l'on entr'ouvre la porte de la prison. Sur le divan du psychanalyste, lors de la répartition de l'héritage ou durant les procès de divorce. Le véritable amour commence en acceptant que l'autre soit un être indépendant, c'est-à-dire là où l'obligation s'arrête. Il est sans pouvoir, sans orgueil, sans possession. Être revenant, c'est apprendre cela, même si ça fait mal. Voilà, donc, alors, je voulais dire un mot sur donc, un recueil qui est un petit peu plus ancien, qui a quelques années plus, qui est paru chez Actes Sud également, qui est un recueil de nouvelles qui s'appelle Autre cauchemar. Alors, pour moi, le titre est un petit peu trompeur, mais c'est intéressant parce que bon, c'est cet ensemble de nouvelles, mais à chaque fois en scène un animal, enfin un petit animal dans ce cas-là, ou un insecte. Une vermine, quoi. Une vermine. Ouais, pas papillon, c'est pas une vermine. C'est pour ça que cauchemar le négativise plus qu'il ne l'est au total. Mais c'est bien, c'est une façon. Moi j'ai été sidéré, donc j'ai découvert après Le Revenant, je l'ai découvert la semaine dernière. Et je trouve que c'est une écriture, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, qui est incroyablement poétique. C'est une façon de reconstruire, vraiment de transmuter ce que peut être une fable animalière contemporaine. Parce que la fable animalière est un genre qui est vieux comme le monde, quasiment, c'est le cas de le dire. Et là, en fait, en s'attachant en partant peut-être de la métaphore kafkaïenne, du cafard qu'on retrouve au début et à la fin, sous une forme un peu différente, il y a vraiment une façon à travers, donc, alors une vermine, un insecte ou un petit animal, une tortue terrestre par exemple, de saisir quelque chose qui est à la fois de l'ordre de la puissance humaine qui est complètement dévoyée, saisir des choses qui sont de l'ordre des failles psychologiques ou politiques, dans certains cas, qui apparaissent comme ça brutalement parce qu'il y a une confrontation entre l'homme et l'animal, confrontation pour le meilleur et pour le pire. Et bon, on dit comme ça, on pourrait se dire oula, enfin bon, ça va être. Et il y a un miracle d'écriture parce que c'est une écriture qui est tellement. On pense à des. Enfin, moi, ça me fait penser à des gens que j'aime beaucoup, qui sont des gens comme Claro ou Éric Chevillard, en français, qui ont un art assez particulier de prendre une métaphore autour de laquelle nécessairement tout un arsenal de clichés a été construit au fil des siècles, et de la prendre et de la rajeunir en fait, parce qu'il y a un travail sur le langage qui fait que d'un seul coup. Voilà, il y a une poésie neuve qui surgit de quelque chose qui est apparemment un peu ancien, quoi. Donc là, que ça soit un homme confronté à des fourmis, un homme confronté à des mouches, on dit comme ça, on l'a déjà vu 100 fois. Enfin, et non, enfin, ce qui est là, vous l'avez jamais vu. Enfin, et
Dans certaines d'entre elles, on ne sait plus un moment si on est en train de parler de l'animal ou de l'homme, hein, parce que en fait, la sélection des mots et des tournures qui a été utilisée fait que ça pourrait s'appliquer à l'un ou à l'autre indifféremment. Et ça, il faut quand même avoir vraiment construit la chose pour que ça fonctionne, quoi. Donc moi, j'ai été vraiment bluffé, quoi. Je peux pas dire plus. Et je vous aurais bien proposé d'en lire une quand même. Alors c'est très dur d'en choisir une. Il y en a plusieurs. Il y a des, enfin, elles sont toutes magnifiques, mais bon, pour pas abuser, on va prendre une qui est courte. Donc, alors, du coup, en vous entendant parler, bon, ça me fait très plaisir de ce que vous me dites là, mais nous sommes quand même on parle d'un livre qui a été traduit. Donc quand on parle du travail sur la langue, et c'est vrai que le travail en turc, c'est surtout le travail de la langue qui m'a pris beaucoup de temps, mais si ce que vous dites est vrai, ça me fait très plaisir, ça veut dire aussi, ça je le savais déjà, mais c'est bien de l'entendre dire, que la traductrice qui est là a fait quand même un travail fantastique qui était capable de rendre tout ce travail linguistique dans la traduction. Et ça... Enfin, il faut quand même que je dise que j'ai usé et abusé de l'auteur, hein, quand même. Ouais, mais sans aucune limite. Non, mais bon. Ah oui, n'empêche que c'est le texte en français, c'est le texte de la traductrice, c'est elle qui a fait les choix définitifs. Et j'aimerais après peut-être la lecture, qu'on lui donne aussi un peu la parole. Pour deux choses. D'abord parce que je trouve que les traducteurs ne sont jamais assez mis à l'honneur. Et pourtant, sans de bons traducteurs ou traductrices, la littérature ne peut pas voyager. On perd le travail d'écriture dans ces trucs-là. Ça devient des choses très fades finalement. Et donc c'est important de donner de temps en temps la parole aux traducteurs. Et deuxièmement, pour le revenant notamment, Céline a écrit une superbe postface que j'ai beaucoup aimée. Et donc elle a, je pense, quelque chose aussi à dire sur les deux livres d'ailleurs. Voilà. Donc peut-être qu'on lit d'abord et qu'on lit... Ça dépend comment s'agite le... Ça va, il est calme, très bien. Il s'agite, mais il ne parle pas encore. Oui, il n'est peut-être pas d'accord d'ailleurs. Parce que le pauvre, pendant qu'il était dans ton ventre, il a beaucoup souffert de ton travail de traduction. On peut peut-être, effectivement... déjà, je pense quand même, si je peux dire deux petits mots, c'est juste que... D'abord, c'est un travail d'une vraie collaboration, il faut le dire. Hein, Hit, quand même, quand on est traducteur... Alors il y a deux possibilités, soit on peut travailler avec un auteur et vraiment ça se passe très bien, soit on ne peut pas du tout travailler avec un auteur parce que ça va se passer très mal. Donc là c'était le cas où ça s'est passé très bien. C'est pour ça qu'il vaut mieux travailler avec des auteurs morts. Comme ça. Ouais, c'est ça, on est tranquille, voilà. Donc évidemment, Hit, en fait ce qui était très intéressant dans le travail de la traduction, c'est quand même d'avoir eu accès à donc ce que vous avez dit, la subtilité des images et des échos, moi j'appelle ça un peu des échos de la langue en fait, et bon, notamment dans votre cauchemar, évidemment les jeux de mots qui étaient très difficiles à traduire en français parce qu'en turc il n'y a pas de genre, donc ça aide beaucoup par exemple pour la première nouvelle Scorpion, en turc, il n'y a pas de genre, donc c'est il, enfin, ou c'est le neutre, et on ne sait pas si c'est le scorpion ou le comment dire, voilà, c'est ça, le sein. Et en français, il y avait beaucoup de difficultés comme ça. On a dû essayer de... Le scorpion étant masculin et la femme ou les seins étant féminin, il fallait chaque fois trouver un mot, on disait la bête au lieu de dire le scorpion, donc voilà. Il y avait toujours quelque chose de masculin qui puisse symboliser le scorpion. Voilà, vice versa. Ouais, c'était un vrai travail sur la langue, sur le rythme aussi, parce qu'il fallait respecter le rythme, les échos. Et pour le revenant, c'était toutes les subtilités aussi, des références historiques, littéraires, parce qu'il y avait beaucoup de phrases que tu as utilisées, que tu détournes beaucoup de phrases en fait, d'expressions consacrées. Déjà, il faut les reconnaître, c'est pas évident. Et puis après, il faut les détourner en français, et c'est pas évident non plus. Et puis, donc, les références littéraires qu'il faut aussi reconnaître. Moi, je ne les ai pas toutes reconnues, heureusement que tu étais là. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'était aussi oui, c'est ça, c'est vraiment moi j'appelle ça un peu les strates de l'écriture, où il faut respecter, où c'était difficile de respecter, la difficulté était de respecter ces strates, de les faire apparaître en français.
de façon consciente ou inconsciente, parce qu'en turc aussi, c'est pas évident de les voir finalement. C'est le jeu en fait, voilà. Donc ça, c'était vraiment, je dirais, la ligne directrice du travail. Et honnêtement, heureusement qu'on a collaboré et c'était vraiment super parce qu'on a pu vraiment, du coup, moi j'ai pu vraiment rendre une traduction, je pense, qui respecte vraiment le texte, quoi, qui rend vraiment la subtilité et le travail du texte. Voilà. Mais vraiment, hein, ce roman et ce recueil de nouvelles, c'est tout ce que je connais de l'œuvre pour l'instant. Ils se situent probablement, bien entendu, ils sont communs, ils ont le même auteur, et puis ils nous parlent quand même, ils nous parlent vraiment pour moi, de l'humanité, de l'homme, de la femme, mais confronté en fait au changement social et politique, y compris ces nouvelles manières, c'est de ça qu'elles parlent fondamentalement. Mais elles sont peut-être dans leur façon de s'exprimer à deux bouts d'un spectre, qui se rapproche beaucoup plus effectivement d'un récit autobiographique, avec parfois un peu de l'essai en fait en quelque sorte. L'autre qui est effectivement dans la métaphore la plus intriquée, mais c'est saisissant comment, par des moyens assez différents, justement, en s'appuyant sur l'écriture, on arrive à exprimer des choses d'une façon que moi je trouve vraiment magnifique. Merci. Je propose d'en lire une, je vous encourage vraiment, si vous ne l'avez pas lu, à ne pas hésiter. Ces nouvelles, ça se livre toujours facilement, c'est bien. Et donc, je proposais La Tâche. D'accord. Ça... Après tous les compliments qui me font rougir, je ne peux que dire oui. Alors, La Tâche, à Aïché. Elle s'avançait cahin sur l'asphalte. Ses toutes petites pattes émergeant de son énorme carapace marron verdâtre avaient du mal à soutenir son corps pesant. Son cou en hélice semblait flotter au rythme de ses pas. Cette petite tortue, s'efforçant de traverser l'avenue déserte, avait l'air si mignonne. C'était ma toute première tortue. L'avenue Gençlik, qui s'étire depuis Anıttepe jusqu'à la place de Tandoğan, n'était pas si fréquentée à l'époque. Peu de véhicules sillonnaient les routes en dehors de ceux des rares riverains qui allaient travailler en voiture, comme mon père. Nous habitions au rez-de-chaussée, au rez-de-jardin d'un immeuble de 3 étages situé au milieu de la très longue avenue. Je devais avoir 8 ou 9 ans. J'adorais m'installer devant la fenêtre du salon en attendant le retour de mon père, souvent retenu au bureau, à contempler l'avenue vide, et encore plus les fruits du buisson ardent qui teignait d'oranger le mausolée d'Atatürk sur le trottoir d'en face. Elle s'était évadée du mausolée, bien évidemment. Elle avait dû être attirée par les jardins des maisons du trottoir d'en face. Je regardais avec curiosité la progression de ses pas, clopin-clopant, sur l'asphalte brûlant qui fondait presque sous le soleil de plomb. Cela devait être l'été, une vraie fournaise. C'était même sûrement une chaleur de midi, parce que je venais de terminer mon repas et que ma mère faisait la vaisselle. Comment puis-je me souvenir de tous ces détails après tant d'années passées, pas loin d'un demi-siècle? Les catastrophes, ça ne s'oublie pas. Par exemple, je me souviens comme si c'était hier de cet horrible accident que j'avais observé, cette année-là, depuis la fenêtre du balcon à l'arrière de l'immeuble. 2 avions s'étaient télescopés, explosant en plein vol juste au-dessus d'Ankara, avant de s'écraser au sol dans un nuage de feu. J'avais blêmi. Je n'arrivais plus à respirer. Ma mère, dans tous ses états, m'avait aidé à reprendre mon souffle jusqu'à ce que les pommettes de mon visage, blanc comme chaud, reprennent un peu de couleur. Samson n'avait fait qu'un tour. Elle était rouge écarlate. Je ne sais pourquoi, seul le son de l'explosion ne s'est jamais gravé dans ma mémoire. La mignonne petite tortue venait seulement de parcourir la moitié du chemin. Elle avançait, clopin-clopant, trimballant sa carapace, exactement comme la minuscule tortue qui serait conviée chez nous bien des années plus tard. Je la regardais retenant mon souffle. Ce jour-là, j'avais provoqué une petite tragédie en voulant aider ma mère à débarrasser la table. Juste au moment où j'entrais dans la cuisine, le grand bol à salade m'avait échappé des mains et s'était brisé en 1000 morceaux dans un effroyable fracas. Le sol était tout poisseux, jonché des restes de la salade. Une bouillie grasse et vinaigrée, au reflet bordeaux et au relent âcre. Heureusement, un morceau de verre avait écorché ma jambe et j'avais ainsi échappé à la raclée qui m'attendait. En vérité, après ce que je venais de faire, ma mère ne m'aurait pas laissé si facilement sortir dans le jardin pour jouer avec la jolie tortue. Si elle était arrivée jusqu'à devant chez nous après avoir traversé la rue, j'aurais certainement aimé la nourrir avec les trèfles du jardin. Moi, les uniformes, je n'ai jamais aimé. Jamais. Et depuis toujours.
Ou peut-être depuis ce jour-là, lorsque j'ai vu venir au loin la Jeep militaire. Elle s'approchait, le moteur rugissant dans la rue déserte, inerte et silencieuse, dans un abominable vrombissement qui rappelait le feulement d'une bête sauvage. Les tortues sont de ravissantes et très inoffensives créatures. En avez-vous déjà eu? Celle de ma fille a vécu chez nous pendant des années. Nous l'avons pour ainsi dire élevée ensemble. Elle était vraiment adorable à croquer. Quand elle est devenue trop grande pour vivre sous notre toit, nous l'avons relâchée dans la nature. Dans un parc national de la région égéenne, là où il n'y a pas d'être humain, en plein milieu d'une forêt inhabitée, tapissée de trèfles verdoyants, parsemée de plantes et de fleurs multicolores, dans un endroit où les jeeps kakis ne s'amusaient pas à braquer le volant sur elle pour foncer dessus et l'écraser au passage. Il y avait une petite tache sur sa carapace. Ma fille, voulant laisser son empreinte sur son animal partir retrouver la liberté, avait colorié au feutre le dessus de son dos. Sur sa carapace était une petite tache, couleur rubis. Tout fut maculé de rouge, juste après que la cible eût été pulvérisée dans une horrible explosion. De cette explosion-là, je n'ai jamais oublié le craquement. Un bout de chair ensanglanté était tombé juste devant mes yeux, au milieu de notre jardin. Une tache rouge vif, au milieu de trèfles. Les tortues raffolent des trèfles. Moi, je n'ai jamais aimé celui dans le métier de tuer. Jamais. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce que je vous propose, donc, c'est de continuer, si vous avez des questions, et bien entendu d'en profiter, si vous n'avez pas déjà l'œuvre complète de Lilith signée, d'en profiter ce soir. Sinon, de prendre un verre et puis de continuer à poser des questions ou à discuter, en fait, de façon... À bâton rompu. Voilà, à bâton rompu.